c'est Tatanexua et aujourd'hui on va parler d'une duologie entre fantastique et fantaisie, entre destin, rapprochement et éloignement, avec Eldelaran, le tome 1, La Clé, et le tome 2, La Mer des Origines, écrit par Mélodie Or, et c'est un livre édité par la maison d'édition l'Alsacienne Indépendante. Et nous commençons exceptionnellement par la genèse de l'autrice. Il était une fois. Tout a commencé par un rêve. Court mais marquant, qui a poursuivi son auteur durant de longs mois avant qu'elle ne prenne la décision de coucher ce rêve par écrit. Ce qui ne devait être qu'une nouvelle, puis un roman court, s'est transformé en duologie. Les prénoms de ses personnages principaux, à savoir Loris et Razoul, si je les prononce bien, viennent aussi de ses rêves. Et oui, Mélodie Or est une grande rêveuse et puise allègrement dedans ses idées créatrices. Au passage, il faut savoir qu'elle a rêvé plusieurs fois d'Eldelaran en adaptation cinématographique. Un signe du futur ? Du futur, je ne sais pas, mais je sens une présence en moi. Quelle est-elle ? Nous allons commencer par le tome 1, je vais vous lire le résumé. Depuis son harcèlement scolaire et une tentative d'enlèvement, Loris Murakami n'est plus que l'ombre d'elle-même. Pour ne rien arranger, une voix étrange résonne dans sa tête à la moindre émotion forte. Devient-elle folle ? Sa rencontre avec Razoul pourrait guérir certaines plaies ou en rouvrir d'autres. Cette lueur dorée qui s'éveille parfois dans ses iris, elle ne l'a pas rêvée. Et pourquoi ne parvient-elle pas à le toucher sans souffrir le martyre ? Afin de le découvrir, Loris devra surmonter ses peurs, plonger dans son passé et accepter son héritage sans perdre de temps. Une ancienne créature s'apprête à assouvir sa vengeance, et la jeune fille est le seul obstacle sur sa route. Ah, attention à la clé! Ça vous donne envie, et encore vous n'avez rien lu. Vous n'auriez pas entendu le motto? Amateurs et amatrices de destin, de petites prophéties, de dragons du Japon aussi en général, pensez à ne pas égarer vos clés, surtout une certaine clé. Et dès à présent, ma chronique! Ce sera la note de 4,4 sur 5 pour le tome 1, La Clé, donc d'Eldelaran, de 386 pages. Pour ce tome 1, je l'ai lu effectivement en broché. Passons à la couverture. Peut-on s'attarder quelques minutes en fait sur cette couverture que je trouve particulièrement réussie ? Alors entre le fait qu'elle se raccorde complètement avec le texte, le titre et aussi le résumé et l'histoire, les couleurs et aussi le côté surnaturel on va dire qu'on devine, hein. Voilà, je veux dire il y a quelqu'un quand même qui en a l'impression qu'elle sombre, dans quoi elle sombre je ne vous le dirai pas. Il y a ce raccord aussi avec ces flammes qui peuvent aussi faire un tout petit peu penser à un certain dragon. Bref, c'est génial. Je l'adore parce que je trouve qu'on a tous les éléments clés de l'histoire et quand c'est le cas, bah franchement, il n'y a rien à dire sur cette couverture, c'est parfait. Pensez-vous que le sang possède une mémoire ? Le prologue m'a accroché directement. Un couple royal avec sa fille se font attaquer et après, on bascule directement dans le chapitre 1, 13 ans plus tard. Forcément, on se demande ce qui est arrivé au roi Eldelaran et on a eu aussi une petite idée de la clé et ça aussi j'ai bien aimé parce qu'il y a des petits indices comme ça qui sont distillés au fur et à mesure et qui nous donnent envie d'aller plus loin. Nous faisons au départ la connaissance de Loris, une lycéenne, ses amis, le fameux Razoul du Pérou ou pas, je ne vais pas non plus vous spoiler, mais après tout il y a un nouveau camarade qui arrive, il paraît qu'il vient du Pérou, bon, est-ce qu'il faut le croire sur parole ou pas ? Ou pas. Sa famille aussi à Loris et également le Japon. Oui, on est en plein dedans et j'ai particulièrement apprécié d'ailleurs d'être baignée dans cet univers. C'est vrai que ça change parce que très souvent le fantastique, soit ça va se passer en France ou très souvent les États-Unis et là c'était le premier ouvrage que je lisais donc du fantastique au Japon. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire, il y a effectivement le voyage d'Amy, d'un certain Dimitri Olivier, mais que j'ai lu après le tome 1 d'Eldelaran. Donc voilà. Soyez bien attentives et attentifs à l'entourage de Loris, que ce soit Heidi, Andy ou ses professeurs, quand ce n'est pas Kanam qui parle de sa danseuse guerrière. Le fil rouge est dévoilé assez vite, on comprenait déjà bien l'enjeu avec le prologue, l'ennemi qui cherche la clé avec un C majuscule, Loris qui est la cible et Razoul qui a intérêt à la protéger. Si encore cela est possible et si personne d'autre ne la protège, je dis ça, je dis rien.
Bon point pour le petit dessin, on va dire, de dragon qui sépare les scènes. C'est ancré dans l'univers, c'est bien plus joli que les classiques étoiles, ça aussi c'est pas mal. Les tomes 1 de saga sont souvent lents à démarrer et là c'est pas du tout le cas en fait. Parce qu'il est vrai que moi en plus qui connais maintenant le tome 2, c'était assez difficile de développer l'histoire de Loris du coup dès ce premier tome. Déjà parce que cette jeune fille a été adoptée, elle va glaner des renseignements à l'orphelinat, auprès aussi de son protecteur qui est, si vous avez suivi cette chronique vous pouvez déjà deviner qui c'est. Et surtout, Loris va lire un mystérieux livre déposé dans son casier. Par qui? Il faudra le lire pour le savoir. Alors je ne vous apprends rien, je veux dire le résumé l'indique, elle va être victime d'une tentative d'enlèvement et il y a une sorte d'épée et ce mot n'est pas choisi au hasard au-dessus de sa tête à moins que ce soit dans sa tête. Ouais, un petit truc qui plane comme ça. Elle a des cheveux rouges et est née comme ça et non c'est pas un indice, enfin si, tout petit indice. Le petit twist avec la partie 2 aussi m'a plu parce que oui il y a effectivement plusieurs parties justement dans cet ouvrage. J'adore K, j'ai fait exprès justement de ne pas dire qui c'est, pas parce que sinon ça spoil un petit peu. J'ai accroché très vite d'ailleurs et cette dualité est plaisante. C'est pas forcément non plus une opposition, même si au début on a vraiment l'impression, on va dire que les deux personnes sont complètement contraires. Non, et encore plus d'ailleurs dans le tome 2, mais je ne dis pas plus pour le moment. Alors j'ai bien aimé l'histoire, Rasoul aussi, la construction, que ce soit la construction des personnages ou la construction de l'histoire, le dynamisme aussi des actions et des descriptions aussi maîtrisées, moi qui en plus qui suis complètement nulle en description, là c'est vrai que c'est très plaisant à lire. L'univers est particulièrement intéressant et original, ce qui m'a fait accrocher tout de suite. On n'est pas du tout dans du fantastique et plus loin après au niveau du tome 2, dans de la fantasy classique où on va revoir, on va dire, les mêmes choses, les mêmes thèmes, parce que là c'est pareil, en parlant justement de dragons, j'avais un petit peu peur par exemple qu'on ne voit que des dragons ou qu'il n'y ait peut-être qu'une métamorphose, mais je ne dirais rien d'autre. La richesse des thèmes aussi est à souligner, c'est vrai que ce n'est pas que un récit fantastique, on évoque aussi l'adoption, le harcèlement, les conflits familiaux, la recherche aussi d'identité, puisqu'il est vrai que Loris se demande d'où elle vient, quelles sont aussi ses origines, et évidemment il y a une poquito histoire d'amour. Il y en a quand même une petite, mais ça va, c'est petit. Alors j'ai moins apprécié parfois la teneur des dialogues. Alors certes, c'est vrai que ce sont des lycéens. Alors c'est vrai qu'au niveau des dialogues, ça fait un petit peu jeune adulte. Ça ne m'a pas forcément dérangé plus que ça. Mais c'est vrai qu'au début, j'avais un petit peu envie de leur foutre des claques, ouais, un petit peu, un tout petit peu. Ensuite, au niveau de la longueur, c'est trop court. Alors je sais ce qu'on va me dire, on va me dire ouais attends, c'est qu'un tome 1 et puis bon, ça fait quand même un petit peu pavé quand on voit l'épaisseur de la tranche là et du dos. Mais pour moi, je n'étais pas complètement rassasiée. Voilà, on verra si le tome 2 m'a un peu plus rassasiée plus tard. Et même si Loris est bien travaillé, j'avais des envies de poussage, j'en attends vraiment plus d'elle dans la suite. Passons à mes passages préférés. Alors déjà, au niveau du prologue, vraiment au tout début. Des nuages noirs s'amoncelèrent dans le ciel auparavant d'un bleu pur. Des éclairs rouges crépitaient à l'intérieur de la masse venteuse et un grondement menaçant éclata. En contrebas, sur un chemin escarpé d'un pan de montagne, un carrosse d'allure royale filait à toute vitesse, ses roues touchant à peine le sol. À l'intérieur, le ventre d'une femme se nouait à chaque coup de tonnerre. Sa robe recouverte de broderies et de perles contrastait avec ses cheveux en bataille. Il a compris, il approche, pensa-t-elle, la sueur au front. Ah, ce passage est très intelligent et très bien amené. Déjà, c'est dès le départ, on comprend, on saisit les enjeux rapidement, il y a, on va dire, cette idée justement de poursuite, on est dans le prologue, et voilà, il se passe quelque chose, on se demande qui a compris, voilà, c'est qui cette personne qui a compris, et on a envie de savoir, ce qui est plutôt bien joué. Passons maintenant à un passage au niveau du chapitre 2. Humain, où se trouve la clé d'Astra ? Ah, c'est très court, c'est fait exprès, puisqu'on est quand même dans le tome 1, la clé. En plus, là, on a un big indice, la clé d'Astra. Qu'est-ce que c'est qu'Astra? C'est vraiment le cœur de l'intrigue, le raccord avec le titre du tome également. Alors, chers humains, où elle se trouve, cette clé? C'est à la page 44 du chapitre 3. En ouvrant un tiroir à la recherche d'une gomme, elle remarqua son médaillon, seul vestige de son passé perdu. La jeune fille s'en empara et l'observa attentivement comme à chaque fois qu'elle y repensait. Plutôt lourd, bombé et constitué d'un métal argenté, il représentait un cœur délicatement gravé de motifs inconnus et d'arabesques, le tout surmonté d'une couronne. Au verso du médaillon, sur sa paroi lisse, était inscrit « Loris » et un « E » avec justement des petits trémas. Ce que tout le monde avait toujours supposé être son prénom. La lettre qui ressemblait à un E devait appartenir logiquement à son ancien nom de famille, et je m'arrête là parce que j'en ai déjà trop dit.
Alors si avec tout ça, vous n'avez pas compris, non quand même, en tout cas c'est très bien, le fil rouge qui se dévoile assez vite, en plus on est dans le rythme, il n'y a vraiment pas vraiment de coupure, donc ça c'est appréciable. Passons dès à présent au point positif. La plume c'est fluide, ça se lit très bien, il n'y a vraiment absolument aucun problème là-dessus. L'univers aussi, les thèmes abordés, c'est original comme ouvrage, ça change de certaines quêtes, hein, si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, et surtout il y a des dragons, mais pas comme ce que vous pourriez penser. Les références au Japon, que ce soit la culture aussi ou la vie quotidienne, j'ai vraiment apprécié être immergée dans un monde et dans un univers que je ne connaissais pas. La construction du livre, alors je sais, ça pourra peut-être dérouter certains parce qu'il y a plus de chapitres dans la partie 1, mais moi j'ai trouvé ça plutôt bien fait, au contraire, et vu que je ne suis absolument pas partisane du « il faut que les chapitres fassent tant de mots, etc. » Non, il faut que le chapitre se finisse quand le chapitre doit se terminer, donc là-dessus, rien à dire, c'était très bien. Rasoul, c'est subtil, c'est plutôt pas mal, et c'est vrai que j'avais extrêmement peur à un moment, voilà, pour certaines petites choses. Finalement non, ça va, c'est assez subtil, c'est bien amené, et on se concentre pas trop là-dessus. Là je dirais rien d'autre. Mais il y a également des petits points négatifs. Ah déjà, j'aimerais être plus convaincue avec Loris, parce que je trouve que K finalement m'a plus convaincue qu'elle, donc à voir avec la suite. Et on en parle du Nora Sasiage, effectivement c'est peut-être un petit peu trop court, j'attends plus effectivement du 2, j'attends on va dire plus de matière. En résumé avec ce tome 1, on démarre fort avec Eldellaran et la clé, et vu comment se termine le tome, j'ai envie de vous dire bon voyage en intra-terre. Oui, intra-terre. Et on passe au tome 2, la mer des origines. Et j'espère que Loris s'est bien entraîné puisqu'on attaque le vif du sujet. Alors attention, il peut y avoir effectivement quelques spoils, rien effectivement qu'avec le résumé, donc vous pouvez peut-être passer directement au en bref si vous n'avez pas envie de vous spoiler, sinon eh bien restez avec nous. Je vais vous lire le résumé de ce tome 2. Loris et ses compagnons sont projetés dans une dimension parallèle à la Terre, et ils ne sont pas au bout de leur surprise. De révélation en révélation, la quête de la princesse maudite prend une tournure qu'elle n'attendait pas. Quand Rasoul, son gardien dragon, lui assène le coup de grâce, Loris est prête à renoncer malgré l'aide précieuse de son alter ego, Kari. C'était sans compter un appel impérieux qui l'amènera jusqu'aux confins d'Astra. Son ennemi juré ravage son royaume natal et Loris devra trouver de solides alliés pour le contrer. Parviendra-t-elle à convaincre le peuple des dragons de l'aider ? Une quête fantastique, la mort aux aguets et au cœur de querelles de pouvoir qui révélera l'héroïne à elle-même. Ça vous donne envie ? Et encore, attendez de voir et de savoir comment va se terminer cette quête et surtout, qu'est-ce qui va se passer. Et c'est parti pour ma chronique du tome 2 d'Eldellaran, la mer des origines. Ce sera l'excellente note de 4,9 sur 5 pour cet ouvrage de 560 pages. Alors je l'ai lu en numérique celui-ci, donc moi effectivement j'avais à peu près 560 pages. Je pense que ça a à peu près pareil en brochet, en tout cas c'est un bon pavé. Et oui, Mélodior a fait fort, il ne manquait presque rien pour le coup de cœur. Passons d'abord à la couverture. Oui, parce qu'en plus des iris, la couverture est importante. Alors les couleurs du tome 1 étaient déjà attirantes et particulièrement réussies vu l'accord avec l'histoire, et encore là je trouve que c'est bien joué, c'est même bien pensé et réfléchi. Chaque détail, que ce soit on va dire au niveau de la couleur des cheveux, le contraste, les regards également, ce n'est pas pour rien justement au niveau des yeux que j'ai fait un petit truc, il y a un lien avec l'histoire et l'univers. En tout cas il n'y a vraiment rien à dire parce que je trouve que cette couverture a vraiment été pensée pour cette histoire. Allez, on attaque. Quel plaisir de retrouver les personnages après un tome 1 qui m'avait déjà plu, même si j'avais émis effectivement quelques réserves, surtout au niveau de Loris. L'histoire démarre là où on l'a laissé, même si, petite nouveauté, en plus de leur voyage, nous avons aussi le droit à des moments dans Astra, la cité royale d'Elevaï, si je le prononce bien, avec Zarlina et son frère jumeau. Loris vit pour le moment sa meilleure vie avec Rasoul. Ouais, laissez-nous un petit peu savourer des scènes qui sont pas forcément non plus trop olé olé, mais on va dire des scènes voilà, de love et d'amour, voilà, voilà, c'est plutôt pas mal. On dit qu'il sera peut-être un petit peu plus mis en avant que dans le tome 1, ça j'aime bien. En même temps, on nous fait comprendre que clairement, elle n'est pas là pour rien. Ça j'aime bien aussi, c'est pas un personnage random qu'on a mis comme ça. Et ouf, il y a aussi Kanam. Alors je mets pour le moment S avec une petite étoile de côté. Ce tome fait la part belle à l'histoire, la famille, l'héritage également, sans oublier quelques aspects plus sombres. Il ne faudrait pas non plus oublier que là, nous sommes ailleurs, nous ne sommes plus sur Terre.
Que ce soit ce qui se passe entre Zarlina et son frère, ou entre K et S, ou encore le sort de Rasoul, et peut-être aussi un autre personnage autour de Rasoul, de sa famille, sans justement trop en dire, évidemment, c'était pas mal. Côté univers, et oui, puisqu'avec cette chronique justement récente, il y a les côtés univers et tout ce qui s'ensuit. Côté univers, les dragons sont bien mieux mis en avant que le 1, forcément on n'est plus vraiment sur Terre, c'est logique, on va dans leur monde, donc on voit plus de dragons. Mais il n'y a pas que ça, et ça aussi c'est pas mal du tout, parce que si on était arrivé dans un monde où il y avait finalement que des dragons, ça aurait peut-être été un petit peu lassant. Alors oui, on voit les gardiens, oui, on en apprend pas mal avec certains ouvrages, ce n'est pas pour rien que je dis ça, c'est un big indice, et on découvre aussi plus de magie. Ah, et on est pas mal rassasié. En plus, il y a un endroit qui existe où on n'a aucune envie pressante, ça c'est génial, surtout pour certaines personnes qui ont envie d'aller faire pipi toutes les heures. Ah, et je veux bien la mémoire de l'univers aussi, non? Même pas juste pour la consulter? Côté personnage, alors bon, Loris ne m'a pas surprise, là c'est vrai que bon, on creuse un petit peu plus quand même avec elle, mais il me manque encore, on va dire, quelque chose, je pense qu'il me manque encore un petit, elle se lâche peut-être pas assez à la limite, mais voilà, Loris, il y a toujours, on va dire, un petit truc, un petit blocage avec elle, je ne sais pas lequel. Même si elle se met sacrément à bien parler pour rassembler les foules. Faut dire aussi qu'elle a ça dans le sang. Ça ne m'a pas étonné, je sais qu'il y en a peut-être beaucoup qui diraient ouais bon, dès le premier discours, elle rassemble, dès le premier discours, elle parle bien. Faut pas non plus oublier ses origines, hein, voilà. Il y a pas mal de moments guimauves entre Rasoul et Loris, je ne suis absolument pas du tout romantique, mais je sais que ça plaira à d'autres, et en plus c'est pas du tout forcé, et c'est bien amené, voilà, les descriptions sont plutôt maîtrisées, donc ça c'est pas mal. Canam est plus profond dans cet ouvrage, et je ne dis pas cela uniquement pour le bonus, on va vraiment me traiter de perverse quand même là-dessus. Non mais il est pas mal en fait, et même, voilà, même pour la fin, la suite, je ne dirais rien d'autre. Andy à sa part, Zarlina également, les moments avec Carrie sont agréables, je pensais souvent comme elle en plus, et sans spoiler, tout le déroulé est finalement logique en fait. Alors on s'y attend un petit peu dans le 1, mais on savait pas comment justement l'autrice allait l'amener, et allait justement construire cette histoire après, et oui, finalement, voilà, c'est logique. Côté histoire, à travers la question d'Andy, déjà on récupère le but de leur épopée, voilà, ça peut faire, on va dire, un petit raccord, à savoir ils cherchent un moyen de rompre la malédiction qui empêche la princesse Eldelaran de rejoindre Astra. Et attention spoiler, pour ceux et celles qui n'ont pas lu le tome 1, effectivement on parle de Loris. Bon, certains trouveront effectivement l'idée plutôt habile, que dès le début justement on récupère enfin un petit pont avec le tome 1, moi je dis pourquoi pas. Après voilà, pour ma part je me souvenais de cet objectif, même si j'avais lu l'ouvrage 1 an et demi avant. Tout se concentre sur le combat à mener contre le Shoken. Si je le prononce bien, Shoken, c'est ça? Mais d'abord, qui connaît l'identité du Shoken? Alors j'ai aimé toujours le petit dragon, effectivement, en illustration, c'est vraiment mignon. Il y a aussi une dimension géopolitique, ça j'aime beaucoup, que ce soit niveau parti. On pense effectivement au neutre, neutre avec un N majuscule, merci, puisque oui, ce n'est pas forcément tout blanc ni tout noir, et il y a aussi des petites nuances. On pense aussi à l'économie, à la gestion finalement d'un royaume, et ça aussi j'ai apprécié, parce que très souvent, on va dire dans les ouvrages, que ce soit fantastique, fantasy, ou dès qu'il y a un autre monde, et qu'on parle d'un royaume, on peut parler très souvent de la guerre, oui, la géopolitique, très souvent, bon, on met ça sur le tapis, mais la gestion et l'économie, des fois on oublie, alors que non, il peut y avoir peut-être quelques alliances, quelques petits pactes aussi de commerce. Ensuite, j'ai apprécié le fait que le récit ne soit pas linéaire, le fait qu'on passe de Zarlina à Loris, qu'on apporte des éléments d'histoire aussi, j'ai fortement apprécié, ça développe, on va dire, l'univers. Il y a quelques références culturelles comme toujours et des recherches, j'aime bien. Après, j'ai moins aimé. J'ai moins aimé certains moments qui pour ma part manquaient de rythme, et puis la petite frustration de la fin. Bon, un kaboom, c'est bien aussi, mais il m'a manqué un petit quelque chose, on va dire. C'est pour ça que je dis qu'on était presque au coup de cœur, et vraiment, il manquait pas grand chose pour me faire sortir un waouh. Un dernier mot ? Écoutez la voix. Passons maintenant à mes passages préférés. Page 10. Quel garou vais-je tuer en premier? Se motiva-t-elle afin de réduire au silence sa peur croissante. L'haleine putride et des poils hirsutes couverts du sang de sa dernière victime, l'un d'eux leva sa patte aux griffes acérées. Surprise par la rapidité de son ennemi, Zarlina esquissa un mouvement maladroit sur sa gauche. Alors c'est dans le prologue, puisqu'il y a effectivement encore un prologue, et le mieux que l'on puisse dire, c'est qu'il met dans l'ambiance, directement on met les pieds dedans. Entre Zarlina et cette frontière du monde des dragons, ce qu'elle pourrait peut-être franchir, est-ce qu'un jour elle y amènera peut-être quelqu'un? Je ne dirai rien. Page 21. Elle sentait monter en elle une rage jamais ressentie auparavant, impossible à contrôler malgré tous ses efforts. Tuer, détruire.
Ses émotions dévastatrices la submergèrent, son esprit sembla la quitter au détriment d'un autre, bien plus sombre. « J'ai dit, ça suffit !» vociféra Rasoul. Alors j'ai gardé ce passage d'une part parce qu'on est dans le chapitre 1 et que je n'avais pas envie de vous allécher avec des litchis, et de deux parce qu'on explore encore plus les relations personnages, et ça dès le début du tome 2, et c'est bien puisque c'est vrai que le tome 1 a posé on va dire quelques bases, a posé on va dire les enjeux, la malédiction aussi, et là dans le tome 2 on explore beaucoup plus les relations entre les persos, leurs liens, l'amitié et bien d'autres choses. Ensuite le dernier passage préféré est à la page 28. Carrie, tenta-t-elle, pourquoi tu t'es mise dans un tel état? Ils m'ont agacé, il y a beaucoup de magie brute ici, mes émotions ont été décuplées, j'arrivais à rien contrôler, je sentais le démon me posséder et, le pire, c'est que j'ai aimé ça. Loris ne désirait pas évoquer le monstre responsable de la décimation de sa famille. Et ces flammes bleues? Un nouveau pouvoir, qui sait? Non seulement j'ai pris ce passage pour montrer le côté magie de l'histoire, puisque juste avant et auparavant on ne faisait que l'effleurer, mais aussi parce qu'après il y a une interjection suivie d'une minuscule, donc moi être ravie, moi ah. Non, sans rire, certaines phrases sont normalement en italique puisque K et L effectivement partagent le même corps. Si vous avez lu le tome 1, vous le savez, mais en tout cas ça m'a fait très plaisir ce passage. Passons dès à présent au point positif. La plume, c'est fluide, il y a pas mal en plus, on va dire, de dialoguer, comme je dis. Alors les dialoguer posés, c'est on va dire des échanges entre les personnages qui permettent d'affirmer ou qui permettent, on va dire aussi, voilà, d'admettre certaines choses, de confesser certaines petites phrases. Moi j'aime bien. Ou alors de dialogue posé, si vous préférez. En tout cas, ça ne m'a pas dérangé puisqu'il y a quand même aussi de longs passages de narration, donc c'était très bien et très bien équilibré. Les relations entre les personnages, évidemment, que ce soit les révélations ou les évolutions qui sont superbes, je pense à Khan, je pense à Arya, mais je pense aussi également à Rasoul, surtout on va dire du côté un petit peu famille, mais j'en dirai pas plus. Les descriptions, c'est très bien amené, j'ai eu aucun mal à visualiser les scènes ou on va dire les démonstrations côté dragon, mais c'était vraiment très bien. L'histoire, et l'histoire avec un grand H, les liens, les malédictions, les promesses, finalement aussi tout ce qui est lié au Shoken, ça a été bien construit, ça a été bien réfléchi, puis on n'est pas forcément perdu non plus, puisqu'il y a souvent des rappels qui sont faits sans que ce soit des répétitions justement, donc ça c'est plutôt bien joué. C'est un ouvrage rassasiant. Voilà, qui dit ouvrage rassasiant, effectivement, dit qu'elle a gagné effectivement les points au niveau du barème. C'est rassasiant puisque vraiment du début à la fin, on est dedans. Je n'ai pas forcément décroché, on va dire, des lignes. Et c'est vrai que quand j'ai refermé l'ouvrage, toutes les scènes, on va dire, se repassaient dans ma tête. C'était plutôt très bien. Les références. Ah, les références, j'adore les références, que ce soit lié à Goth, Game of Thrones, ou des éléments aussi culturels du Japon, ou bien d'autres choses. Ça, j'adore puisque voilà, on peut s'attacher tout de suite au personnage et on a tout de suite, on va dire, un petit peu ces petits clins d'œil. Mais il y a également des petits points négatifs, un tout petit point négatif. Le rythme, parfois trop monotone, parfois on va dire un petit peu en dents de scie. Niveau émotion, je pense que d'autres seront peut-être plus affectés que moi, donc c'est vrai que ça, j'ai pas forcément retiré des points au niveau émotionnel, puisque tout le monde le sait, je suis un petit peu, on va dire, difficile. Au niveau émotionnel, pour vraiment que ça me remue, il faut y aller. Donc je pense que niveau émotion, ça ira. En revanche, le rythme, c'est vrai que parfois c'est très lent, parfois c'est très bien. J'aurais bien aimé que ce soit peut-être un petit peu plus, on va dire, pas forcément équilibré, parce que c'est déjà pas mal équilibré, mais on va dire que ce soit peut-être un petit peu plus linéaire pour le coup, sans que ce soit linéaire. En résumé, c'est une excellente suite et fin pour cette duologie. Franchement, alors évidemment, même la fin m'a un petit peu frustrée, mais je pense qu'on n'aurait pas pu faire de meilleure fin que cela. C'est une lecture que je recommande encore plus quand je vois les progrès de l'autrice entre le tome 1 et le tome 2. C'est fulgurant et c'est vraiment très appréciable. Voilà, c'était la chronique vidéo de la duologie Eldellaran, donc le tome 1, La Clé, et le tome 2, La Mère des Origines, écrit par Mélodie Or et édité chez l'Alsacienne Indépendante. J'espère que ces deux chroniques vous auront plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à lâcher un petit like, un commentaire et à partager cette vidéo. Non seulement cela nous fait plaisir et ça va nous aider au niveau algorithme, mais cela va aussi aider l'autrice et la petite maison d'édition qui est en Alsace. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement parlant, vous pouvez vous rendre directement sur Utip ou Tipeee, surtout si le contenu vous plaît et que vous souhaitez voir encore d'autres chroniques vidéo. Et en attendant la prochaine chronique, soignez votre plume.